Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et un peu mystérieux, les cellules souches qui survivent après la mort. Vous allez découvrir comment ces cellules peuvent continuer à vivre et à se diviser même lorsque le corps n'est plus en vie. Nous explorerons les implications de cette découverte pour la science et la médecine, ainsi que les questions éthiques qu'elle soulevait. Restez avec moi pour plonger dans ce monde captivant où la vie et la mort se rencontrent d'une manière inattendue. Les secrets du chikungunya, les stratégies du staphylocoque d'or ou ces cellules souches qui sont encore vivantes 17 jours après le décès de leur propriétaire, ce sont des sujets abordés par des chercheurs dans des vidéos mises en ligne par Subbiotech et l'Institut Pasteur. Ou quand des scientifiques vulgarisent eux-mêmes leur spécialité. Un régal. Des cellules souches surprises post-mortem dans les muscles. Elles sont encore vivantes, sans doute parce qu'elles se sont placées en état de dormance. Fabrice Chrétien en mai 2012, une équipe de l'Institut Pasteur annonçait la découverte de cellules souches vivantes dans les muscles d'une personne décédée depuis 17 jours, et dont le corps a été maintenu à 4 degrés Celsius. D'autres expériences, chez la souris, montraient également la longue survie de ces cellules dans la moelle osseuse. On sait l'intérêt des cellules souches, qui sont indifférenciées, pour la médecine régénérative et l'importance de trouver des sources autres que des embryons. Comme l'explique Fabrice Chrétien, de l'Institut Pasteur, dans la vidéo ci-dessus, l'intérêt est d'abord scientifique. Comment une cellule peut-elle survivre sans apport d'oxygène ni nourriture? Ce sont justement ces conditions drastiques, explique-t-il, qui permettent vraisemblablement à la cellule de ne pas mourir en même temps que l'organisme. Ce stress brutal l'a conduit à s'installer dans un état de dormance, avec un métabolisme très bas. Métabolisme très bas des cellules souches après le trépas. Cette découverte est une surprise, car on connaît mal l'interaction entre les cellules et leur environnement. Cette survie démontrait une capacité, au moins chez les cellules souches, à modifier leur métabolisme en fonction de circonstances externes. Dans son expose, très clair, Fabrice Chrétien explique la nature de ces cellules particulières, capables après division de donner des cellules filles qui se spécialiseront pour donner un type de tissu ou un autre. La démonstration de l'effet de l'environnement laisse espérer que seront découverts des moyens d'agir sur elles, pour les conserver ou les diriger. Le chikungunya, cette maladie douloureuse due à un virus et véhiculée par un moustique, s'est répandue en Afrique et autour de l'océan Indien. Subbiotech, Institut Pasteur. Cette vidéo fait partie d'une série baptisée Ils font avancer la recherche réalisée par un partenariat entre l'Institut Pasteur et Subbiotech, une école de biotechnologie. Les sujets sont médicaux et le traitement toujours simple et clair. Exemple avec l'expose sur le chikungunya par Marc Lecuy, responsable de l'unité consacrée à la biologie des infections. On y apprend comment cet arbovirus est largement répandu dans les années 2000 depuis l'Afrique, puisqu'il a été signal. Cet hiver aux Antilles, grâce au mouvement de population et au réchauffement climatique. Il n'existe toujours pas de traitement mais des personnes parviennent à résister, ce qui a permis d'isoler des anticorps spécifiques. Par ailleurs, les stratégies du virus commencent à se dévoiler. Tout cela laisse espérer des moyens de lutte ou de prévention. Le staphylocoque d'or prolifère dans les hôpitaux et provoque des infections dites nosocomiales, contractées dans des établissements de soins. Pourtant, cette bactérie cohabite habituellement très pacifiquement avec l'organisme humain. Tarek Sadek explique ce double jeu. Subbiotech, Institut Pasteur. Le staphylocoque d'or devient dangereux à l'hôpital. Quant au staphylocoque d'or, Tarek Sadek le décrit comme un « ennemi intime à deux visages » et explique comme cette bactérie inoffensive, qui est présente chez une personne sur deux, vivant en bonne entente avec elle, peut se transformer en terreur. Il suffit, détaille le chercheur,
d'un état de faiblesse du système immunitaire ou d'une rupture d'une barrière. Peau, muqueuse intestinale, etc. Pour qu'elle pénétre dans le corps. Attaque par l'organisme, le staphylocoque d'or se défend alors avec acharnement, libérant toutes sortes de toxines. Elle veut seulement survivre, témoigne le chercheur, ajoutant que ce sont donc les personnes les plus fragiles qui sont atteintes. Comme les nourrissons, les personnes âgées ou encore les patients en milieu hospitalier. Nombre de maladies nosocomiales lui sont imputables, pour cette raison mais aussi parce que les bactéries vivant à l'hôpital sont efficacement sélectionnées pour résister aux antibiotiques abondants et variés qu'elle y rencontre. Mieux connaître ce micro-organisme est donc indispensable pour s'en défendre. En conclusion, cette vidéo nous a permis d'explorer un sujet fascinant et encore méconnu, la survie des cellules souches après la mort. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives sur la biologie cellulaire et pourraient avoir des implications significatives pour la médecine régénérative. Alors que la science continue d'évoluer, il est essentiel de rester curieux et d'approfondir notre compréhension de ces phénomènes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles explorations scientifiques.